le 24 novembre 1944, au-dessus de Tokyo, Japon. Le premier raid à grande échelle de B-29 sur Tokyo marqua un tournant dans la guerre aérienne qui hanterait les pilotes japonais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, 111 Boeing B-29 Super Fortress du 73e escadre de bombardement lancèrent l'opération San Antonio, le baptême du feu contre l'usine aéronautique de Musashino en périphérie de Tokyo. Les B-29 volaient à leur plafond opérationnel de 10 250 mètres. Alors que les chasseurs japonais luttaient désespérément pour monter au-delà de 9 150 mètres, les mathématiques de la défaite s'écrivaient dans la stratosphère. Les bombardiers américains croisaient à des altitudes que les intercepteurs japonais ne pouvaient tout simplement pas atteindre efficacement, à des vitesses que beaucoup ne pouvaient égaler même en vol horizontal, lâchant des bombes depuis des hauteurs que les canons anti-aériens japonais ne pouvaient atteindre. Ce que les dirigeants militaires japonais avaient qualifié de propagande américaine se révélait désastreusement réel. Le B-29 Super Fortress représentait non pas seulement un autre bombardier, mais un système d'armes révolutionnaire qui opérait dans une dimension que la technologie japonaise ne pouvait contester. Pour les pilotes chargés de défendre leur patrie, cette révélation se transformerait d'un défi tactique en un traumatisme psychologique, alors qu'ils échouaient à maintes reprises à atteindre des ennemis flottant sereinement au-dessus d'eux. Le chemin vers ce moment avait commencé en juin 1944, lorsque les forces américaines capturèrent Seppan, Tinian et Guam dans les îles Mariannes. Les renseignements militaires japonais en saisirent immédiatement les implications. Depuis ces bases, les B-29 pouvaient atteindre toutes les grandes villes japonaises et revenir. La patrie, qui n'avait jamais été envahie avec succès, était désormais exposée aux attaques aériennes. Le programme B-29 avait coûté 3 milliards de dollars, plus que le budget du projet Manhattan, 2 milliards de dollars. Chaque appareil incorporait des technologies révolutionnaires, des compartiments d'équipage pressurisés permettant aux équipages de travailler confortablement à des altitudes extrêmes, des systèmes de contrôle de tir centralisés avec des ordinateurs analogiques dirigeant plusieurs tourelles, et 4 moteurs Wright R3350 avec turbocompresseur maintenant, la puissance là où d'autres moteurs suffoquaient. Le premier B-29 à atteindre les Mariannes fut Jolton Josie, de Pacific Pioneer, qui atterrit à Seppan le 12 octobre 1944 avec le général Hansel aux commandes. Le brigadier général Haywood S. Possum, Hansel Jr., avait pris le commandement de la 21e force de bombardement le 28 août, apportant avec lui une vaste expérience en planification de bombardement stratégique. Les spécifications racontaient une histoire brutale. Le plafond maximum testé du B-29 était de 12 370 mètres avec un plafond opérationnel de 10 250 mètres. Les chasseurs japonais, en revanche, avaient du mal à dépasser 9 150 mètres dans des conditions de combat. Le Mitsubishi A6M0, le chasseur le plus célèbre du Japon, avait un plafond théorique variable selon les modèles, mais en configuration de combat avec du carburant et des munitions complètes, il opérait rarement efficacement au-dessus de 9 150 mètres. Le 1er novembre 1944, un F-13, une variante de reconnaissance photographique du B-29 du 3e escadron de reconnaissance photographique, survola Tokyo, le premier avion américain au-dessus de la ville depuis le raid de Doolittle. Ce vol de reconnaissance révéla l'incapacité totale de la défense aérienne japonaise à intercepter les intrus à haute altitude. D'autres missions F-13 furent menées début novembre pour recueillir des renseignements sur les usines d'avions et les installations portuaires de la région de Tokyo-Yokosuka. Les F-13 purent généralement éviter les tirs anti-aériens nourris qu'ils attiraient et le grand nombre de chasseurs japonais décollés pour les intercepter. Le 24 novembre 1944, le général Emmett O'Donnell mena 111 B-29 contre l'usine aéronautique Nakajima. Le raid arriva à 9 150 mètres, altitude où les Super Fortress étaient bien plus à l'abri des tirs anti-aériens japonais. Le radar japonais détecta la formation à plus de 320 km.
Des escadrons de chasseurs décollèrent en urgence des aérodromes autour de Tokyo, sachant qu'ils devaient mener une bataille d'ascension contre l'altitude et le temps. Les résultats choquèrent les défenseurs japonais. Seulement 48 bombes frappèrent près de l'usine, les vents du courant jet et les nuages rendant le visé précis impossible. Pourtant, cet échec tactique importa moins que la révélation stratégique. Les chasseurs japonais ne pouvaient pas intercepter efficacement les bombardiers. La plupart des intercepteurs n'atteignirent jamais l'altitude des B-29. Ceux qui y parvinrent arrivèrent avec des moteurs surchauffants, les commandes molles à cause de l'air raréfié et seulement quelques minutes de carburant restant pour le combat. Le Nakajima Ki-80A4 Hayate, l'un des meilleurs chasseurs japonais, avait un plafond opérationnel qui lui permettait théoriquement d'intercepter les B-29, mais ceci supposait des conditions parfaites, une charge de carburant réduite et un carburant de haute qualité que le Japon ne possédait plus. En réalité, la plupart des chasseurs japonais devenaient inefficaces au combat au-dessus de 7600 mètres. La disparité des plafonds opérationnels créa des défis sans précédent pour la défense aérienne japonaise. Il ne s'agissait pas simplement que les B-29 puissent voler plus haut. Ils maintenaient une efficacité au combat complète à des altitudes où les appareils japonais fonctionnaient à peine. Le Mitsubishi A6M30 avait un plafond de service théorique de 11 050 mètres, mais celui-ci n'était atteignable que dans des conditions parfaites, avec un minimum de carburant et de munitions. Les rapports de combat montrent que les Zéros opéraient rarement efficacement au-dessus de 9 150 mètres, et les tentatives d'interception des B-29 à leur altitude de croisière échouaient généralement. Les B-29 maintenaient une capacité de combat complète à leurs altitudes opérationnelles grâce à des caractéristiques de conception révolutionnaires. Leur cabine pressurisée signifiait que les équipages opéraient en manches courtes confortablement, tandis que les pilotes japonais souffraient d'un froid extrême et de privation d'oxygène. La température à 10 000 mètres pouvait descendre à moins 45 degrés Celsius, et les pilotes japonais manquèrent de systèmes de chauffage adéquats ou de vêtements appropriés pour le froid pour des opérations prolongées à haute altitude. Le problème fondamental auquel étaient confrontés les pilotes japonais allait au-delà des simples chiffres d'altitude. Les moteurs d'avion perdent de la puissance à mesure que la densité de l'air diminue avec l'altitude. Les moteurs Wright R3350 du B-29, équipés de turbocompresseurs, maintenaient leur puissance au niveau de la mer jusqu'à leur altitude critique grâce au turbocompresseur General Electric Type B11, qui utilisait les gaz d'échappement pour comprimer l'air d'admission. Les moteurs d'avion japonais, dépourvus de turbocompresseurs efficaces, perdaient progressivement de la puissance avec l'altitude. En raison de la difficulté d'intercepter et d'abattre les B-29, les pilotes de chasse japonais perçurent de plus en plus leurs efforts comme futiles. À partir d'août 1944, des avions japonais effectuèrent occasionnellement des attaques suicides par collision contre des B-29 et plusieurs unités spéciales de chasseurs kamikazes furent établies en octobre. À la fin de la guerre, les tactiques de collision avaient détruit 9 B-29 et en avaient endommagé 13 autres, pour la perte de 21 chasseurs. Le United States Strategic Bombing Survey, mené après la guerre, fournit une analyse complète. Les B-29 effectuèrent 31 387 sorties contre le Japon, larguant 169 676 tonnes de bombes. Les pertes totales furent de 414 appareils, soit un taux de perte d'1,3%. Les chasseurs japonais ne représentaient qu'une petite fraction de ces pertes, la plupart des B-29 étant perdus à cause de défaillances mécaniques, du mauvais temps ou d'accidents opérationnels plutôt que de l'action ennemie. La crise de l'altitude déclencha des tentatives frénétiques de solutions technologiques au sein des bureaux d'études japonais. Le 244e Sentai, sous le commandement du capitaine Teruhiko Kobayashi, fut le pionnier des attaques organisées par collision contre les B-29 le 3 décembre 1944, revendiquant la destruction de 6 B-29 par collision délibérée, tous les pilotes japonais survivants en s'éjectant après l'impact. Cette tactique extrême naquit du simple fait que l'interception conventionnelle aux altitudes des B-29 était presque impossible.
Le major Kobayashi, qui devint le plus jeune commandant de Sentai de l'armée de l'air japonaise, lorsqu'il prit le commandement du 244e Sentai en novembre 1944, obtint 5 victoires, dont 3 B-29. Mais ces victoires vinrent par des attaques par collision et des interceptions à basse altitude, pas par du combat conventionnel à haute altitude. L'armée japonaise développa plusieurs intercepteurs expérimentaux à haute altitude. Le Mitsubishi J-2M Raiden fut modifié avec un turbocompresseur théoriquement capable d'atteindre 11 500 mètres. Cependant, le turbocompresseur s'avéra peu fiable. Seuls 35 exemplaires équipés de turbocompresseurs furent construits. Le Kawasaki Kisen 8 comportait un cockpit pressurisé, l'une des rares tentatives japonaises de pressurisation de cabine. 4 prototypes furent construits, mais le programme fut abandonné après une défaillance fatale du système de pressurisation pendant les tests. Le Tachikawa Ki-94 fut conçu spécifiquement pour l'interception à haute altitude, avec un cockpit pressurisé et un moteur turbocompressé, théoriquement capable d'atteindre 13 700 mètres. La guerre se termina avec seulement 2 prototypes partiellement achevés. Début 1945, le carburant d'aviation japonais s'était dégradé à 87 octanes ou moins, comparé au carburant à 100 octanes, puis 115 octanes utilisés par les avions américains. Cette différence avait des effets catastrophiques en altitude. Le carburant à faible indice d'octane provoquait du cliquetis et de la détonation, forçant les pilotes à réduire les gaz pour éviter la destruction du moteur. Cette réduction de puissance, combinée à la perte de puissance déjà sévère due à l'altitude, laissa les chasseurs japonais incapables de monter à la hauteur de fonctionnement des B-29 ou d'y manœuvrer. L'ascension à l'altitude d'interception nécessitait 3 fois la consommation normale de carburant. De nombreux chasseurs épuisèrent leur carburant avant d'atteindre les B-29 ou n'eurent que quelques minutes de combat avant d'être forcés de rompre et de planer vers leur base. La pénurie de carburant créa un cercle vicieux où les tentatives d'interception consommaient des ressources irremplaçables tout en obtenant des résultats minimes. Les pilotes japonais rencontrèrent une autre réalité choquante, le courant jet. Les B-29 volant depuis les Mariannes découvrirent ces vents de haute altitude qui pouvaient dépasser les 320 km à l'heure. Alors que les navigateurs américains apprirent à utiliser ces vents à leur avantage, les intercepteurs japonais les trouvèrent être un obstacle insurmontable. À cause du courant G à haute altitude, qui dispersait les bombes et les rendait très imprécises, les B-29 atteignaient parfois des vitesses sol dépassant les 800 km à l'heure en volant avec le courant jet. Les chasseurs japonais, luttant pour monter contre le vent, semblaient immobiles en comparaison. L'existence du courant jet avait été théorisée par les météorologues japonais, mais il manquait de la capacité à haute altitude pour l'étudier ou le mesurer. Lorsque le major général Curtis LeMay prit le commandement de la 21e force de bombardement en janvier 1945, il révolutionna les tactiques des B-29. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, il envoya 334 B-29 contre Tokyo de nuit, volant à seulement 1500 à 2100 mètres. Ce changement vers des raids nocturnes à basse altitude aurait pu donner aux chasseurs japonais une opportunité, mais il présenta des défis différents. Les Américains subirent peu de pertes dues aux chasseurs japonais pendant les raids nocturnes menés de mars 1945 jusqu'à la fin de la guerre. La capacité japonaise de chasse de nuit était primitive. La plupart des pilotes manquaient de formation au vol aux instruments et le contrôle au sol manquait de guidage radar efficace. Le raid du 9 au 10 mars détruisit 267 000 bâtiments et 25% de la ville. Sur les 334 B-29 au-dessus de Tokyo cette nuit-là, seulement 14 furent perdus, principalement à cause des courants ascendants de l'énorme tempête de feu créée par les bombes incendiaires, plutôt que de l'action ennemie. Le raid tua environ 100 000 civils et démontra que les B-29 pouvaient opérer en quasi-impunité, quelle que soit l'altitude. Début 1945, la capacité japonaise à monter des interceptions à haute altitude était complètement dégradée. Les normes de maintenance des avions s'effondrèrent à cause des pénuries de pièces, d'outils et de mécaniciens expérimentés.
Les programmes de formation des pilotes, raccourcis de 2 ans à 3 mois, produisirent des aviateurs incapables des compétences complexes nécessaires pour l'interception à haute altitude. La résistance aux raids aériens diminua fortement à partir d'avril 1945. Le 15 avril, les unités de défense aérienne de l'armée de l'air et de la marine impériale furent tardivement placées sous un commandement unique lorsque l'armée aérienne générale fut formée sous le commandement du général Masakazu Kawabe. Mais à ce moment-là, l'efficacité de la force de chasse avait été détruite. Le 343e groupe aérien naval, formé en décembre 1944 sous le commandement du capitaine Minoru Genda spécifiquement pour la défense intérieure, rassembla les derniers as japonais volant sur les meilleurs chasseurs disponibles. Même eux ne purent surmonter les lois de la physique qui empêchaient l'interception efficace aux altitudes des B-29. La situation devint complètement désespérée lorsque les P-51 Mustang commencèrent à escorter les B-29 depuis Iwo Jima en avril 1945. Le 7 avril, le raid sur Tokyo fut le premier à être escorté par des chasseurs P-51 Mustang à très long rayon d'action basés à Iwo Jima du 7e Fighter Command. Les Américains revendiquèrent avoir abattu 100 un avion japonais pour la perte de 2 P-50 et 1 et de 7 B-29. En novembre 1944, seulement 20% des avions en vol bombardèrent l'objectif principal et 20% ne bombardèrent aucune cible. En mars 1945, 85% bombardèrent l'objectif principal et en juillet, le pourcentage grimpa à 94%. Cette amélioration spectaculaire vint en partie de l'élimination de l'opposition des chasseurs japonais et de tactiques améliorées. La démonstration ultime de la supériorité en altitude vint avec les missions de bombes atomiques. Les missions d'entraînement du 509e groupe composite volèrent à 9150 mètres, au-delà de la portée de la plupart des canons anti-aériens, et les chasseurs japonais n'essayèrent pas d'intercepter ces avions. Le 6 août 1945, l'Enola Gay largua la première bombe atomique sur Hiroshima depuis 9650 mètres. Le 9 août, Bockscar largua la deuxième bombe sur Nagasaki depuis 8800 mètres. Les deux missions se déroulèrent sans opposition de chasseurs. Les intercepteurs japonais ne purent tout simplement pas atteindre efficacement ces altitudes. Le dernier combat aérien de la Seconde Guerre mondiale illustra la confusion qui affligeait la défense aérienne japonaise. Le 18 août 1945, Saburo Sakai participa à la dernière mission de guerre de la marine japonaise en attaquant 2 B-32 Dominator de reconnaissance, qu'il identifia initialement à tort comme des B-29 Super Fortress. La rencontre se produisit à 6000 mètres, environ 20 000 pieds, où Sakai trouva les avions et nota que l'empennage vertical unique était énorme et remontait vers l'arrière, caractéristique du B-32, non du B-29. Ce combat final, survenu après la reddition du Japon le 15 août, entraîna la mort du sergent Anthony Marion, la dernière victime américaine de combat de la guerre. Chaque B-29 représentait des technologies que le Japon n'avait pas développées, hélices à vitesse constante, avec contrôle électrique du pas, moteur turbocompressé, contrôle de tir centralisé avec ordinateurs analogiques, cabines pressurisées avec système de chauffage et de refroidissement. L'écart industriel n'était pas de quelques années, mais de décennies. Chaque avion nécessitait plus de 13 tonnes d'aluminium, une demi-tonne de cuivre, 600 000 rivets, 15 km de câblage et 3 km de tuyauterie. Les usines américaines produisaient ces composants en utilisant des techniques de production de masse que le Japon n'avait jamais mises en œuvre, alors que les avions japonais étaient encore partiellement construits à la main par des artisans qualifiés. Les chaînes de montage américaines produisaient des B-29 en utilisant des pièces et des processus standardisés. En octobre 1944, les unités de la 21e force de bombardement étaient réparties de Colorado Springs aux Mariannes avec un effectif total atteignant 43 000 personnes. Cet effort organisationnel massif démontra la supériorité logistique américaine aussi clairement que les B-29 eux-mêmes démontrèrent la domination technologique. En août 1945, la 21e force de bombardement avait détruit un haut pourcentage de l'industrie japonaise, ruiné son économie et brisé le moral de son peuple.
La destruction systématique se déroula en phases distinctes. La 21e force de bombardement attaqua Tokyo 3 fois, entre le 27 novembre et le 3 décembre. 2 de ces raids visèrent l'usine aéronautique de Musashino, tandis que l'autre cibla une zone industrielle utilisant des bombes en grappe incendiaire M69. Le 25 février 1945, 172 B-29, larguant des incendiaires, détruisirent 28 000 bâtiments, prouvant l'efficacité des armes incendiaires contre les zones urbaines japonaises. Le 2 avril, plus de 100 bombardiers B-29 attaquèrent l'usine aéronautique Nakajima. Le 7 avril, 101 bombardiers B-29 attaquèrent à nouveau la même usine. Le 13 avril, plus de 300 bombardiers B-29 attaquèrent des cibles militaires dans et près de Tokyo. La campagne de bombardement détruisit systématiquement la capacité industrielle japonaise, industrie aéronautique. Les raids sur les usines d'avions éliminèrent la capacité du Japon à remplacer les pertes au combat ou à développer de nouveaux modèles. L'usine Nakajima de Musashino, ciblée à plusieurs reprises, ne retrouva jamais sa pleine production. Raffinage du pétrole. Les attaques systématiques sur les raffineries réduisirent la production de carburant d'aviation à des niveaux négligeables mi-1945. Transport. Les raids sur les gares de triage et les ports paralysèrent la distribution interne des matériaux et de la nourriture. Zones urbaines. Le 25 mai 1945, 464 B-29 bombardèrent la zone de Yamanote, tuant 3352 personnes et détruisant 166 000 bâtiments. Selon la police métropolitaine, la gare de Tokyo et le bâtiment principal de la résidence impériale de Meiji étaient parmi les victimes. L'intégration des systèmes technologiques, l'avantage en altitude du B-29, ne venait pas d'une technologie unique, mais de l'intégration de multiples systèmes en un ensemble efficace. Turbocompresseurs. Les turbocompresseurs General Electric type B11 utilisèrent des gaz d'échappement pour comprimer l'air d'admission, maintenant la puissance du moteur en altitude. Le Japon avait expérimenté le turbocompresseur, mais manquait de la métallurgie et de la fabrication de précision pour produire des unités fiables. Pressurisation. Les compartiments pressurisés du B-29 maintenaient une altitude cabine de 2400 mètres même en vol à plus de 9000 mètres. Les équipages pouvaient travailler efficacement sans masque à oxygène pour les opérations de routine. Les avions japonais n'avaient aucun système de pressurisation en usage opérationnel. Technologie des moteurs. Le Wright R3 1350 Duplex Cyclone était une merveille technologique. 18 cylindres en 2 rangées, produisant 2200 chevaux avec turbocompresseur. Les moteurs japonais, bien que fiables à basse altitude, ne pouvaient égaler ses performances en haute altitude. Système de contrôle de tir. Le système de contrôle de tir centralisé du B-29 utilisait des ordinateurs analogiques pour calculer automatiquement les angles de dérive et la chute des balles. Les mitrailleurs pouvaient transférer le contrôle des tourelles, créant un tir défensif coordonné que les pilotes japonais trouvaient mortel, même en approchant par en dessous. Le seul angle disponible compte tenu de la différence d'altitude. Si la technologie détermina l'issue, la dimension humaine mérite reconnaissance. Les pilotes japonais firent preuve d'un courage extraordinaire en tentant des interceptions impossibles. Ils montèrent jusqu'à ce que les moteurs lâchent, la conscience s'évanouisse et la glace recouvre leur avion, sachant qu'ils ne pourraient probablement pas atteindre leur cible. L'échec répété à intercepter les B-29 en altitude démoralisa non seulement les pilotes, mais toute la population japonaise. Les citoyens regardaient leurs défenseurs décoller pour intercepter les attaquants pour ensuite revenir, n'ayant jamais atteint l'altitude de combat. La valeur de guerre psychologique des B-29, volant sans opposition au-dessus des villes japonaises, s'avéra immense. Les programmes d'entraînement s'effondrèrent à mesure que la guerre progressait. Les nouveaux pilotes entraient au combat avec moins de 100 heures de vol, contre plus de 500 heures pour les pilotes du début de la guerre. Ces novices manquaient des compétences pour les opérations complexes à haute altitude, rendant l'interception efficace encore plus impossible. La crise de maintenance aggrava le problème. Au printemps 1945, le taux de disponibilité des avions japonais était tombé sous 40%.
Les chasseurs sophistiqués à haute altitude nécessitaient une maintenance précise qui devint impossible avec les pénuries de pièces, d'outils et de mécaniciens expérimentés. Les moteurs tombaient en panne pendant les tentatives de montée, souvent avec des résultats fatals lorsque les pilotes tentaient de s'éjecter d'avions dont les canopées étaient bloquées. Un autre échec de maintenance. L'efficacité de la campagne des B-29 alla au-delà du simple tonnage de bombes. Opérer au-dessus de l'opposition des chasseurs permit plusieurs types d'opérations. Bombardements de précision diurne, les raids diurnes initiaux à haute altitude, bien que moins précis qu'espéré à cause du courant jet, purent se poursuivre sans perte prohibitive. Bombardement de zones nocturnes, le passage aux raids nocturnes incendiaires à basse altitude dévasta les villes japonaises tout en évitant encore une opposition significative des chasseurs. Opération de minage. Les B-29 larguèrent des milliers de mines dans les eaux japonaises, bloquant effectivement les îles. Ces missions de minage se déroulèrent pratiquement sans opposition. Guerre psychologique. Les largages de tracts avertissant des raids imminents démoralisèrent les civils et démontrèrent l'impuissance du Japon face aux attaques aériennes. Reconnaissance photographique. Les B-29 cartographièrent les défenses japonaises en toute impunité, fournissant des renseignements pour la planification d'invasion qui s'avérera finalement inutile. Le rôle du B-29 dans la fin de la guerre s'étendit au-delà des bombes atomiques. L'annonce de la reddition de l'empereur Hirohito mentionna spécifiquement une nouvelle bombe des plus cruelles. Mais le contexte était des années de raids conventionnels de B-29 qui avaient déjà dévasté le Japon. La conférence impériale qui décida de la reddition discuta de l'impossibilité de défendre contre les attaques de B-29. Les dirigeants militaires admirent qu'ils ne pouvaient empêcher la destruction des villes japonaises restantes. Les bombes atomiques fournirent une excuse honorable pour la reddition, mais la campagne conventionnelle de B-29 avait déjà rendu la défaite du Japon inévitable. Comme l'observa Uta Kiyakaban, un haut fonctionnaire, ce furent les raids sur les villes moyennes et petites qui eurent le pire effet et qui firent vraiment prendre conscience aux gens de l'expérience des bombardements et de la démoralisation. En août 1945, la production industrielle japonaise était tombée à moins de 15% des niveaux de pointe. L'avantage en altitude du B-29 sur les chasseurs japonais offre des leçons durables pour la stratégie militaire. Contrôle du domaine. Contrôler un domaine où les ennemis ne peuvent opérer efficacement procure un avantage décisif. La capacité du B-29 à opérer au-dessus des plafonds des chasseurs japonais préfigura les concepts modernes de supériorité aérienne et de domination du domaine. Intégration technologique, la victoire ne vint pas de technologies individuelles, mais de l'intégration de multiples systèmes, turbocompresseurs, pressurisation, contrôle de tir, navigation, en une capacité efficace. Base industrielle. La puissance militaire dépend ultimement de la capacité industrielle à produire et soutenir des systèmes complexes. La capacité américaine à produire près de 4000 B-29 tout en maintenant la qualité démontra une suprématie industrielle aussi décisive que n'importe quelle victoire sur le champ de bataille. Formation et doctrine. La technologie sans formation et doctrine appropriée ne peut atteindre son potentiel. Les équipages américains subirent un entraînement extensif pour opérer efficacement les systèmes complexes du B-29. L'expérience du B-29 influença le développement de l'aviation militaire pendant des décennies. L'Union soviétique, ayant rétroconçu des B-29 capturés en Tupolev Tu-4, priorisa la capacité à haute altitude dans toutes les conceptions de bombardiers ultérieures. La nécessité d'intercepter les bombardiers à haute altitude accéléra le développement des chasseurs à réaction dans le monde entier et conduisit au développement des systèmes de missiles surface-air. Dans les décennies suivant la guerre, d'anciens ennemis se rencontrèrent lors de réunions aéronautiques, révélant la dimension humaine de la guerre de l'altitude. Les pilotes japonais, qui avaient tenté des interceptions futiles, rencontrèrent des équipages américains de B-29 qui les avaient observés lutter d'en haut. Ces rencontres révélèrent un respect mutuel. Les équipages américains reconnurent le courage des pilotes japonais à tenter des interceptions impossibles. Les pilotes japonais admirent qu'ils savaient dès début 1945 que leurs efforts étaient futiles.
mais continuèrent par devoir et honte face à l'alternative. L'expérience partagée du combat aérien, même à différentes altitudes, créa des liens inattendus entre d'anciens ennemis. Le développement de l'industrie aéronautique japonaise d'après-guerre refléta les leçons tirées de l'expérience du B-29. Chaque spécification pour les avions des forces d'autodéfense japonaises d'après-guerre souligna les performances à haute altitude. Le traumatisme de ne pas pouvoir atteindre les B-29 influença le développement aérospatial japonais pendant des générations. La différence d'altitude d'environ 900 mètres entre l'altitude de croisière du B-29 et les plafonds de combat des chasseurs japonais détermina le destin des nations. Ces 2700 à 3000 mètres de séparation verticale firent la différence entre une défense aérienne efficace et l'observation impuissante de la destruction. Le choc vécu par les pilotes japonais lors de leur première rencontre avec les B-29 à des altitudes inatteignables évolua par étapes prévisibles. L'incrédulité qu'une telle altitude soit possible, le déni que cela importe, l'innovation désespérée pour surmonter l'écart, et finalement la résignation à l'infériorité technologique. Ce voyage psychologique fut parallèle au chemin du Japon, de la confiance en une victoire ultime à l'acceptation d'une défaite totale. Pour les Américains, le B-29 valida la théorie du bombardement stratégique tout en démontrant l'importance de la supériorité technologique. La capacité à opérer au-dessus des défenses ennemies transforma le bombardement d'une guerre d'attrition coûteuse en une destruction systématique avec des pertes acceptables. La campagne prouva que la puissance aérienne, correctement équipée et employée, pouvait être décisive dans la guerre moderne. Le succès du B-29 doit être compris dans le contexte plus large de la stratégie de la guerre du Pacifique. Si l'avantage en altitude fut crucial, il se combina à d'autres facteurs pour assurer la victoire. Campagne de saut d'île. La capture des Mariannes fournit des bases à portée des B-29 du Japon. Sans ces bases, l'avantage en altitude aurait été dénué de sens. Guerre sous-marine. Les sous-marins américains avaient déjà dévasté le transport maritime japonais, empêchant les matières premières d'atteindre les usines que les B-29 détruiraient. Décryptage. Les renseignements américains connaissaient les déploiements des chasseurs japonais et pouvaient router les B-29 pour éviter les défenses les plus fortes. Mobilisation industrielle. La capacité américaine à produire des B-29, former des équipages et approvisionner des bases avancées démontra une supériorité globale au-delà de la simple technologie. La campagne du B-29 réussit non pas isolément, mais comme partie d'une stratégie intégrée qui attaqua le Japon de multiples directions simultanément. L'avantage en altitude multiplia l'efficacité des autres efforts, créant des synergies qui accélérèrent la défaite du Japon. Le B-29 représenta une révolution dans l'aviation militaire qui dépassa les simples améliorations de performance. Il démontra que la guerre était entrée dans un nouvel âge technologique où la complexité pouvait être fiable. Le B-29 prouva que des systèmes complexes pouvaient être produits en masse et opérés de manière fiable dans des conditions de combat. L'intégration surpassa l'excellence individuelle. Les systèmes intégrés du B-29 s'avérèrent plus efficaces que la compétence ou le courage individuel des pilotes. Les méthodes industrielles appliquées à la guerre, la production à la chaîne de systèmes d'armes sophistiqués devint le nouveau paradigme. La technologie pouvait être décisive. L'avantage en altitude montra que la supériorité technologique pouvait rendre les vertus militaires traditionnelles non pertinentes. Cette révolution influença tous les développements militaires ultérieurs. L'accent passa des compétences individuelles du guerrier aux systèmes technologiques, de la production artisanale aux méthodes industrielles, de l'excellence tactique à la capacité stratégique. Le choc vécu par les pilotes japonais, lorsque les B-29 volèrent au-dessus de leur plafond maximum, représenta plus qu'une surprise tactique. Ce fut la collision de la réalité technologique avec la mythologie militaire. L'armée japonaise avait bâti son identité sur la supériorité spirituelle, compensant les désavantages matériels. Le B-29, volant sereinement au-dessus de la portée des meilleurs chasseurs et pilotes du Japon, prouva que cette hypothèse fondamentale était catastrophiquement erronée.
En 9 mois, la force de B-29 passa d'une seule escadre de bombardement avec 119 avions à 5 escadres et 1 millier de B-29. Cette force massive, opérant principalement depuis les îles Mariannes, détruisit systématiquement la capacité du Japon à faire la guerre tout en subissant des pertes minimales dues à l'action ennemie. Les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière les chiffres, il y avait des milliers de pilotes japonais qui décollaient pour des missions d'interception, sachant qu'ils ne pourraient probablement pas atteindre leur cible. Ils montaient jusqu'à ce que leur moteur lâche, leur conscience s'évanouisse et leur avion devienne incontrôlable, regardant impuissamment les bombardiers américains poursuivre sans opposition pour détruire leur ville. Les pilotes japonais, formés dans la tradition samouraï et croyant en la supériorité spirituelle sur les facteurs matériels, découvrirent que le courage ne pouvait pas surmonter la physique. La détermination ne pouvait pas vaincre la chimie, et l'esprit ne pouvait pas s'élever au-dessus d'un plafond supérieur ennemi. Les B-29, volant au-dessus de leur altitude maximum, ne représentaient pas seulement des avions américains supérieurs, mais le triomphe de la démocratie industrielle sur l'autoritarisme militaire. L'avantage en altitude du B-29 sur les chasseurs japonais reste l'exemple le plus clair de l'histoire de la façon dont un seul avantage technologique peut s'avérer décisif dans la guerre. Les musées exposant un B-29 aux côtés de chasseurs japonais racontent cette histoire en termes physiques bruts. La taille et la complexité des bombardiers américains contre la relative simplicité des chasseurs japonais, la conception traditionnelle cédant face à l'innovation industrielle. Aujourd'hui, les planificateurs militaires étudient la campagne du B-29 comme un exemple parfait d'avantage asymétrique. Lorsqu'une partie peut opérer dans un domaine que l'autre ne peut contester, que ce soit l'altitude, l'espace ou le cyberespace, la supériorité militaire traditionnelle devient non pertinente. La réalisation choquante des pilotes japonais qu'ils ne pouvaient tout simplement pas atteindre les B-29 à leur altitude de croisière fut le moment où l'issue de la guerre du Pacifique devint inévitable. L'héritage perdure dans la doctrine militaire moderne qui souligne le maintien de la supériorité technologique et l'opération dans des domaines où les adversaires ne peuvent pas répondre efficacement. Les B-29, volant au-dessus des plafonds des chasseurs japonais, ne menaient pas seulement des raids de bombardement. Ils démontraient un nouveau paradigme de la guerre où la technologie l'emporte sur la tradition, l'industrie bat l'idéologie et la physique surmonte la philosophie. Les pilotes japonais qui subirent le choc lorsque les B-29 volèrent au-dessus de leur plafond maximum étaient témoins de l'avenir de la guerre. Leur courage à tenter des interceptions impossibles mérite du respect, mais leur échec était prédéterminé par la réalité technologique. Dans ces montées futiles vers des bombardeurs inatteignables, ils expérimentèrent la vérité déterminante du conflit moderne, que la victoire n'appartient pas aux braves, mais à ceux qui peuvent opérer là où leurs ennemis ne peuvent pas atteindre. L'histoire des pilotes japonais incapables d'atteindre les B-29 en altitude est, en fin de compte, une tragédie humaine enveloppée dans un triomphe technologique. Des jeunes hommes des deux côtés furent pris dans un conflit dont l'issue fut déterminée par la capacité industrielle et la capacité d'ingénierie plutôt que par le courage ou la compétence individuelle. Les B-29, volant sereinement au-dessus d'intercepteurs japonais désespérés, devinrent la métaphore parfaite de la guerre du Pacifique. La technologie américaine opérant au-delà de la portée des capacités japonaises, délivrant une victoire inévitable grâce à la suprématie industrielle. Ce choc, ce terrible moment de réalisation lorsque les pilotes japonais comprirent qu'ils ne pouvaient pas atteindre les B-29 détruisant leur patrie, résonne à travers l'histoire comme un rappel que, dans la guerre moderne, la supériorité technologique peut rendre les vertus militaires traditionnelles non pertinentes. Les B-29 ne volaient pas seulement au-dessus des plafonds des chasseurs japonais. Ils volaient au-dessus d'une vision du monde entière qui croyait que l'esprit pouvait surmonter le désavantage matériel. À ces altitudes inatteignables, l'âge de la guerre industrielle triompha définitivement de l'âge du guerrier, écrivant l'avenir du combat dans les traînées de condensation à travers la stratosphère.